Bienvenue dans cette vidéo qui a comme objectif de vous expliquer quelques points difficiles du contentieux administratif et du contrôle de l'administration. Alors, quels sont ces trois points? Tout d'abord, nous étudierons la différence entre le contrôle administratif et le contentieux administratif. Ensuite, nous distinguerons contrôle interne et contrôle externe. Enfin et finalement, nous étudierons la notion d'autorité administrative. Premier point, la distinction entre contrôle et contentieux administratif. Les autorités publiques bénéficient d'un ensemble de droits et d'obligations qui sont dérogatoires, extraordinaires par rapport au droit commun, que ce soit le privilège du préalable, le privilège de l'exécution d'office, le privilège de l'expropriation et d'autres. Pour contrebalancer ces pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, l'administration est soumise à un ensemble de contrôles qui auront pour objectif de vérifier qu'elle respecte bien la loi, qu'elle inscrit son action dans le cadre strict de la légalité, car, en effet, l'administration est soumise à la loi. Elle est soumise à un contrôle et est le garant, finalement, du respect de l'état de droit. L'état de droit qui peut être, quant à lui, défini comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Ce principe est fondé sur le nécessaire respect des normes, chacun étant soumis au même droit, qu'il s'agisse de l'administré, de l'individu, de l'entreprise ou bien de la puissance publique. Deuxième distinction, nous allons étudier la différence entre le contrôle externe et le contrôle interne. Cette distinction renvoie à une question relativement simple. L'autorité soumise au contrôle se contrôle-t-elle elle-même ou est-elle contrôlée par un tiers? Qu'il s'agisse d'une autre autorité administrative ou d'un organe étranger à l'administration. La distinction entre contrôle interne et contrôle externe se retrouve également dans les entreprises privées. Si on imagine, par exemple, le cas d'une banque, elle est à la fois soumise en cas de litige au contrôle externe exercé par la Banque nationale, par les tribunaux judiciaires, tout comme elle possède en interne un département d'audit qui vérifiera que les procédures de décision sont correctement appliquées par la banque et qu'elle maîtrise le risque juridique inhérent à son activité. Pour parler spécifiquement maintenant du contrôle externe de l'administration, celle-ci est soumise à un ensemble de contrôles. Par exemple, celui auquel on pense en premier est le contrôle exercé par le Conseil d'État au contentieux de l'annulation. Mais le Conseil d'État n'est pas non plus la seule juridiction, c'est-à-dire que d'autres juridictions administratives peuvent également exercer un contrôle sur l'administration. Par exemple, le contrôle du contentieux des étrangers relativement aux décisions qui concernent des réfugiés et leur droit de séjour sur le territoire belge. Également les collèges provinciaux et le collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale qui statuent sur les recours en matière électorale introduits par des candidats qui n'auraient pas été élus. L'administration est aussi soumise à des contrôles judiciaires. Bien évidemment, nous pouvons citer les questions de responsabilité civile de l'administration ou encore les litiges qui concernent le contrat de travail. Situation classique. Un ouvrier communal sous contrat de travail est malheureusement licencié. Il estime son licenciement abusif et assigne son pouvoir local employeur devant le tribunal du travail. Le pouvoir local doit donc répondre de ce licenciement devant le tribunal du travail. On peut également citer le contentieux des marchés publics, de la sécurité sociale. Voilà un ensemble de contrôles externes qui sont relativement formalisés. Mais ce n'est pas tout. L'administration est aussi soumise à un débat public permanent, alimenté par la presse, par les administrés eux-mêmes qui apprécient, qui jugent l'efficacité
et la pertinence des décisions et politiques suivies par les pouvoirs publics. Pour envisager à présent le contrôle interne, il s'agit du contrôle mis en place par une administration au sein de ses services pour vérifier que ses compétences soient exercées de la meilleure manière qui soit. Au niveau communal, le directeur financier rendra ainsi un avis de légalité sur les décisions qui ont un certain impact sur le budget communal. Le contrôle interne est de plus en plus présent depuis quelques années et on peut s'en féliciter. Il va aussi prendre la forme, par exemple, du système du management par la qualité et du cadre d'auto-évaluation pour la fonction publique, le Common Assessment Framework, le CAF. Troisième et finalement dernier point qui sera abordé dans cette séquence, la notion d'autorité administrative. Pour bien comprendre ce concept, il faut remonter à la source qui est l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Voilà donc la notion d'autorité administrative placée au centre de la scène. La définition de cette notion d'autorité administrative est importante parce que c'est la qualification d'autorité administrative qui va déterminer l'étendue de la compétence du Conseil d'État. S'il ne s'agit pas d'une autorité administrative, on ne pourra pas attaquer la décision devant le Conseil d'État. Au contraire, si l'organe se voit reconnaître cette fameuse qualité d'autorité administrative, un recours en annulation sera possible devant cette juridiction. Cette qualification d'autorité administrative a donc une incidence en matière de contentieux de l'annulation, mais ce n'est pas tout, également en matière de contentieux de la suspension simple, suspension en extrême urgence, du contentieux de l'indemnité, même si ces derniers occupent une part moins importante que les deux précédents. Il va également rejaillir sur l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, puisque seules les autorités administratives sont tenues de motiver formellement leurs actes, tout comme elles sont tenues à certaines obligations prévues sur la législation, sur la publicité de l'administration. Cette distinction est habituellement faite sur base de deux critères. Le critère organique, institutionnel, et le critère matériel, que l'on appelle également critère fonctionnel. Premier critère. Le critère organique, c'est le statut de l'autorité. À savoir, est-ce que l'autorité, qui est auteur de la décision attaquée, gravite autour du pouvoir exécutif, au niveau de la création, au niveau de son agrément ou autorisation, au niveau de ses règles de fonctionnement. Ce critère organique va donc amener la qualification d'autorité administrative pour un ensemble d'organes qui sont soumis à un contrôle hiérarchique étroit ou à un contrôle de tutelle de la part des gouvernements. Ainsi, par exemple, le roi, le gouvernement, les ministres, les gouvernements de communautés, de régions, les conseils communaux, provinciaux, l'AFSCA, l'Agence de la dette, les services publics décentralisés, comme par exemple le Conseil de l'action sociale, ou encore les organes professionnels de droit public, comme par exemple l'Ordre des médecins. Le critère matériel, maintenant, deuxième critère donc, ne vise pas le lien qui existe entre l'autorité publique et le pouvoir exécutif. Il va, au contraire, s'intéresser à ce que l'autorité fait de ses compétences.
Pour vous aider à comprendre cette question, je vous propose une petite application tirée d'un arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 1979 qui décidera d'accorder à l'organe d'une personne morale le caractère d'autorité administrative. Le Conseil d'État explique que la forme juridique de droit public ou de droit privé de la personne morale n'est pas importante. Les critères, au nombre de 2, sont autres. Je cite. « Ce qui confère à l'organe d'une personne morale le caractère d'une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 ne tient pas à la forme juridique, personne morale de droit public ou de droit privé, qui a été donnée à cette personne par la loi ou en vertu de celle-ci. Le premier critère à retenir pour apprécier si l'organe d'une personne morale doit être considéré comme une autorité administrative est donc le but auquel tendent les activités imputées à cette personne morale. Ce but doit être de pourvoir à un besoin social dont la satisfaction est réputée d'utilité publique par la loi. Il faut, en second lieu, que le législateur, précisément parce qu'il a jugé d'utilité publique la satisfaction d'un besoin collectif déterminé, ait doté les organes de la personne morale de cet outil exceptionnel qu'est la puissance publique, c'est-à-dire le pouvoir exorbitant d'imposer à d'autres, dans le commerce juridique, en vue de la réalisation de certains objectifs, des obligations unilatérales, notamment en déterminant de manière unilatérale soit ses propres obligations envers d'autres, soit les obligations de ces autres, obligations qui peuvent consister à devoir reconnaître ou à subir des pouvoirs ou des droits que l'organe doté de la puissance publique confère à des tiers. Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour relire tranquillement ce texte avant de vous poser 2 questions. Quel est le critère concerné par cet extrait? À quelles conditions la personne peut être qualifiée d'autorité administrative? Voilà. Vous avez trouvé? Allons-y alors. Et répondons maintenant à ces 2 questions. Est-ce le critère organique ou le critère matériel qui est défini? Le Conseil d'État nous fait une description approfondie de ce qu'est le critère matériel. Il décrit effectivement pourquoi un organe qui n'a aucun lien particulier avec les pouvoirs publics peut recevoir la qualification d'autorité administrative. Ce qui nous amène ainsi à la 2e question. À quelles conditions le critère matériel va amener la qualification d'autorité administrative? Premièrement, parce que l'organe satisfait un besoin collectif. Et ensuite, cet organe est en mesure d'imposer ses décisions à d'autres, c'est-à-dire d'édicter des obligations unilatérales qui vont s'imposer aux administrés. Je vous soumets maintenant une seconde application. Attendu qu'au terme de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le Conseil d'État statue sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives. Que ces institutions, créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et régions, des provinces ou des communes, qui sont chargés d'un service public et ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et qu'elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Qu'une société anonyme, fût-elle créée par une autorité administrative et soumise à un contrôle important de la part des pouvoirs publics, qui ne
peut prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers ne perd pas son caractère de droit privé. Que le fait qu'une mission d'intérêt général lui est confiée est à cet égard dénué de pertinence. Dans cette jurisprudence, le Conseil d'État applique les critères qui ont été préalablement dégagés de l'arrêt que nous venons d'étudier, à savoir que d'une part, il y a un contrôle des pouvoirs publics, même si c'est vrai que ce critère tient peut-être plus du critère organique, et deuxièmement, que l'organe en question soit en mesure d'imposer ses décisions aux administrés. Et c'est précisément parce que cette société anonyme n'est pas en mesure de prendre des décisions obligatoires vis-à-vis des administrés que le Conseil d'État lui refuse sa qualification d'autorité administrative. Bon travail et merci pour votre écoute.